Cette demeure confortable avec vue magnifique sur la mer Méditerranée fera un parfait abri contre la pluie. Voilà à quoi aurait pu ressembler une annonce immobilière pour l'homme de Néandertal il y a 100 000 ans. Tu vas aujourd'hui découvrir des grottes étranges et merveilleuses dans lesquelles tu pourrais vivre, ou pas. Bien sûr, à l'époque, ni l'immobilier ni la publicité n'avaient encore été inventés, sans parler du fait que les Néandertaliens ne savaient pas construire de maisons et vivaient souvent dans des grottes. Pourtant, l'une de ces grottes ressemble énormément à un immeuble d'habitation. Elle est située à l'intérieur d'un haut monolithe calcaire, connu comme étant le rocher de Gibraltar. Si les Néandertaliens avaient possédé une économie, les grottes à l'intérieur de ce rocher auraient certainement coûté une fortune. Des marins l'ont découverte en 1907, tout simplement en remarquant un grand trou à l'intérieur de l'imposant rocher. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont étudié cet endroit et ils y ont trouvé des traces de Néandertaliens. Ils ont découvert des outils anciens dans la grotte ainsi que des ossements d'animaux. Mais le plus cool, c'est qu'ils ont trouvé pas moins de 4 grottes à l'intérieur du rocher. C'était comme un petit complexe résidentiel. Les Néandertaliens vivaient aux côtés de leurs voisins et s'entraidaient pour la chasse et la pêche. Ils décoraient leur demeure de plumes et dessinaient des formes abstraites sur les murs. Imagine-toi que ces anciens hominidés passaient leur temps dans ces grottes il y a 100 000 ans. Et maintenant, ce sont les scientifiques qui passent tout leur temps à étudier en détail la vie de l'homme de Néandertal. Fin 2021, des archéologues ont découvert un trou ouvrant sur un tunnel à l'intérieur de l'une des grottes. Ils se sont glissés dans cette ouverture et ont dégagé un espace jusqu'alors inconnu sous le plafond de la grotte. Cet endroit était inaccessible depuis plus de 40 000 ans. Et il semble que cet été l'un des appartements les plus prestigieux de tout le complexe de la montagne. Il possède de hauts plafonds couverts d'anciennes stalactites. Des rideaux de pierre effondrés divisaient l'appartement en plusieurs pièces. Ces scientifiques ont aussi trouvé des restes d'animaux ainsi que des marques de griffes sur les murs. Il semble que les Néandertaliens n'aient jamais vécu ici, mais ils avaient l'habitude de visiter cet endroit. Les archéologues y ont également trouvé la coquille d'un escargot de mer appelé Nucella lapillus, ou pourpre de l'Atlantique. Un Néandertalien l'aurait apporté dans ce lieu pour une raison qu'on ignore. Mais les principaux propriétaires de cet endroit étaient les hyènes. Ces grottes montrent que les Néandertaliens étaient plus proches des humains que des singes. Ils avaient un mode de vie et même quelques coutumes propres. Il reste encore beaucoup de travail et les scientifiques espèrent faire de nouvelles découvertes à l'intérieur de ce rocher. Entre-temps, en 2003, des archéologues ont découvert une autre habitation ancienne sur l'île de Flores, en Indonésie. Au cœur de la jungle verdoyante, ils ont trouvé une grotte abritant des outils anciens. Au début, tout le monde a pensé que nos ancêtres humains avaient vécu ici. Mais peu après, les scientifiques sont tombés sur un étrange squelette d'adulte. Une analyse approfondie a montré que le squelette appartenait à une femme de 30 ans mesurant 1 mètre, soit à peine un peu plus que la moitié d'un adulte moyen. Le poids de la femme était égal à celui d'un berger allemand adulte. Le squelette n'appartenait ni aux Néandertaliens ni aux Australopithèques. Il s'agissait d'une nouvelle espèce inconnue que les scientifiques ont baptisée Homo floresiensis et surnommée le Hobbit. Il y avait aussi des restes d'animaux anciens encore jamais vus dans la grotte. Il y avait un éléphant de la taille d'une vache, de grandes cigognes et des rats géants. Les archéologues ont découvert que les hobbits n'étaient pas les propriétaires de cet endroit. Les principaux habitants étaient des rats gros comme des chats. Ils se battaient peut-être comme les hobbits d'ailleurs. Des analyses ont démontré que l'Homo floresiensis n'était pas notre ancêtre direct. Il fait partie d'une branche distincte de l'évolution. Le squelette des hobbits ressemble davantage à celui d'un singe qu'à celui d'un humain moderne. En 2009, dans la jungle luxuriante du Vietnam, des archéologues ont découvert la grotte Hang Son Doong, la plus vaste du monde. Si tu entres dans cette grotte et que tu cries, tu entendras ton écho pendant longtemps. À certains endroits, la hauteur de cette grotte atteint la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. Et sa superficie totale est plus grande qu'un pâté de maison du centre de New York. Hang Son Doong est l'une des 3 grottes de la jungle vietnamienne. De nombreux labyrinthes relient ces grottes. À l'intérieur, tu peux trouver des plantes et des arbres uniques qui vivent complètement coupés du monde extérieur. C'est une véritable jungle souterraine. À certains endroits, on trouve des plafonds effondrés qui laissent entrer la lumière du soleil. En plus de la flore peu commune, tu y verras de très anciennes stalactites. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Ils étaient là avant même l'apparition des dinosaures. Il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte.
L'eau de pluie qui tombe par les trous des plafonds les a formés au cours des siècles. Ces ruisseaux rapides ressemblent aux toboggans d'un parc aquatique. Ils conduisent à des labyrinthes souterrains que personne n'a encore vus. Les scientifiques n'ont étudié qu'une petite partie de toutes ces grottes. La grotte suivante, elle aussi des plus étranges, se trouve en Nouvelle-Zélande. Des centaines de milliers de lucioles vivent à l'intérieur. Chacune d'entre elles brille d'une lumière bleutée. Ensemble, elles illuminent la grotte. Tu auras peut-être l'impression d'être sur une autre planète, mais tu ne pourras pas rester très longtemps. Il y a partout des appareils pour mesurer l'air. Les scientifiques veillent à ne pas excéder le niveau du dioxyde de carbone nécessaire à l'existence des lucioles. Ces insectes sont très sensibles à l'environnement. S'il y a trop de monde dans la grotte, ou si les gens restent trop longtemps, le personnel du parc leur demandera de quitter les lieux. C'est comme si tu volais l'oxygène des lucioles. Nous avons donc vu quelques grottes plutôt étonnantes. Mais que dirais-tu d'une grotte effrayante? Nous allons pour cela dans le désert de la province d'Al-Mahra, au Yémen. Ce que nous cherchons n'est pas une grotte, c'est juste un trou noir dans le sol, en plein milieu du désert. Il est grand, de la taille d'un terrain de basket. Ce n'est pas sa taille qui est effrayante à vrai dire, mais ce qui se trouve à l'intérieur. Les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce que c'est. Des profondeurs de ce gouffre noir, une odeur dégoûtante d'œufs pourris se dégage constamment. Et parfois, on peut entendre des sons étranges et terrifiants. La noirceur du trou géant du Yémen absorbe tous les rayons du soleil. Tu ne verras donc pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, même avec une puissante lampe de poche. Des gens ont survolé cet endroit en hélicoptère. Ils l'ont filmé à l'aide de drones et des puissants objectifs, mais ils n'ont rien pu immortaliser, si ce n'est l'obscurité totale. On dirait une énorme tache d'encre au milieu du sable doré. Les habitants même ont peur de s'approcher de cet endroit. Ils pensent que la grotte conduit vers une autre dimension où vivent des créatures maléfiques. Pour l'instant, le trou du Yémen est l'un des phénomènes les plus mal étudiés et les plus mystérieux de notre monde naturel. Comment est-il apparu? Depuis quand existe-t-il? Où mène-t-il? Nos scientifiques tentent de trouver des réponses à ces questions. Selon certaines théories, le trou serait apparu à cause de travaux de construction. Des géologues auraient foré le sol à proximité à la recherche de minéraux. Cela aurait provoqué des mouvements dans la croûte terrestre et causé l'effondrement de la surface. Mais personne ne peut prouver cette théorie. Tout au moins, pas encore. Et maintenant, imagine un endroit où la lumière du soleil n'a pas pénétré depuis plus de 5 millions d'années. Il y a peu d'oxygène dans cet endroit qui est froid et humide. Pourtant, la vie y a quand même fait irruption, pas seulement sous la forme de microbes et de bactéries, mais aussi de créatures plus grandes. Les conditions de vie dans cette grotte sont très différentes des conditions que l'on connaît. Alors, dans un sens, cette grotte est un peu comme une autre planète. Il s'agit de la grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Son entrée est un petit trou dans le sol. À l'intérieur, un tunnel mène profondément sous la surface. Les niveaux de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone y sont supérieurs à la normale. L'air ici contient moitié moins d'oxygène qu'à la surface. Il est donc impossible pour les humains d'y demeurer sans bouteille d'oxygène. Mais les animaux qui vivent là se portent très bien. Cette grotte abrite 48 espèces d'organismes vivants. 33 d'entre elles nous sont encore inconnues. Ici, tu rencontreras des insectes extraordinaires, des escargots blancs et des araignées blanches elles aussi, des mille-pattes avec d'énormes moustaches, des crevettes transparentes et des espèces uniques de sangsues. Tous vivent dans ce lieu grâce aux petits organismes autotrophes. Ils absorbent le dioxyde de carbone et libèrent des particules de nourriture. Les bactéries s'en nourrissent, d'autres organismes plus grands se nourrissent de ces bactéries, et d'autres organismes plus gros encore mangent les plus petits. Au final, tout le monde se nourrit. Dans cette grotte, l'évolution a créé un système biologique complètement séparé du reste du monde. Dans le nord-est de la Thaïlande, une famille d'énormes baleines en pierre nage dans la forêt. Elles font partie d'une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Il y a longtemps, cette partie de la Thaïlande n'était qu'un désert. Les mouvements de la croûte terrestre ont poussé le grès vers le haut pour créer ces montagnes fascinantes. Accessible à tous ceux qui veulent passer la journée à parcourir le réseau de sentiers, ce site est de plus en plus populaire auprès des touristes. Une fois que tu auras atteint le dos d'une des baleines et que tu regarderas la mer infinie de verre qui s'étire en contrebas, tu comprendras pourquoi.
Au détour de ces chemins, tu trouveras des cascades, une grande variété de plantes et d'animaux exotiques, et du haut de la colline, tu pourras même voir directement le pays voisin, le Laos. Les formes ressemblent à celles des baleines qui nagent ensemble. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le Rocher des Trois Baleines. Quelle merveilleuse façon de voir la Thaïlande sur le dos d'une baleine géante en pierre. En creusant dans une mine canadienne en mars 2011, un ouvrier a fait une découverte incroyable. Il a trouvé un spécimen de nodosaure presque parfaitement préservé. Ce dinosaure éteint pesait environ 1360 kg et mesurait 5,50 m de long. Bien qu'il ait plus de 110 millions d'années, le nodosaure était si bien préservé que l'on peut voir clairement la lourde carapace et la peau écailleuse qui le recouvraient. Il a fallu presque une année entière de travail minutieux pour dégager l'incroyable trouvaille. Le fossile a finalement été dévoilé dans un musée canadien en 2017. De façon inattendue, l'analyse de la peau a révélé des nuances qui indiquent que le nodosaure était peut-être capable de se camoufler, comme les geckos et les papillons de nuit des temps modernes. Cela s'ajoute aux épines et aux écailles qui en font déjà un char d'assaut. Encore étudié aujourd'hui, ce nodosaure pourrait être l'un des fossiles les plus importants que l'on ait découvert depuis longtemps. Ces secrets pourraient nous aider à élucider encore bien d'autres mystères du passé. Le manuscrit de Voynich est le document le plus mystérieux du monde. Depuis sa découverte en 1912, il reste un mystère complet pour tous ceux qui l'étudient. Il est abondamment illustré d'étranges images de plantes extraterrestres, d'objets inconnus et de symboles du zodiaque. Mais son aspect le plus intéressant est son écriture. Le langage utilisé dans le texte est complètement indéchiffrable. Personne ne sait ce qu'il signifie, qui l'a écrit, ni où il a été rédigé. On ne sait même pas si c'était un vrai langage fonctionnel ou s'il a été créé pour ce seul texte. Les dessins des différentes plantes sont tout aussi fascinants. La plupart des plantes du manuscrit sont identifiables comme des plantes, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. En Angleterre, un professeur de linguistique appliquée a affirmé avoir déchiffré certains des symboles du manuscrit, mais on n'a à ce jour pas réussi à trouver plus d'informations sur ce texte mystérieux. Si jamais tu as la chance d'aller en Australie, n'oublie pas de visiter les cratères mystérieux du Queensland. À mi-chemin entre Bundaberg et Gingin se trouve l'une des trouvailles les plus déroutantes d'Australie. En 1971, le site appartenait à un fermier qui cultivait des courgettes et des pommes de terre. Alors que le fermier essayait d'agrandir sa ferme, il butait sans cesse sur de gros rochers dans ses champs alors qu'il labourait. En regardant de plus près les roches qui se trouvaient sur son chemin, il a trouvé des fossiles marins et d'étranges cratères. Le fermier a transmis ses trouvailles à des professeurs de géologie qui se sont mis à étudier les formations. Lorsque les géologues ont commencé à creuser dans la région, ils ont découvert une énorme couche de grès et d'ocre qui était jalonnée de cratères. Il y avait 35 cratères au total et l'âge de la couche de roche a été estimé à environ 25 millions d'années. Les scientifiques qui étudient ce mystère pensent que les sources chaudes, l'ancienne activité océanique et les météores sont les principaux responsables de la formation de ces cratères. Et on aimerait bien connaître les personnages qui ont donné à ces villes les noms de Bundaberg et de Gingin. La machine d'Anticythère est une sorte d'ancien ordinateur qui déconcerte toujours les scientifiques par son extraordinaire conception. Il y a environ 2000 ans, un navire grec a coulé au large de l'île d'Anticythère. L'épave a été découverte en 1900 et des plongeurs ont récupéré certains de ces anciens artefacts. Quand les archéologues ont commencé à faire le tri des trouvailles de l'épave, ils sont tombés sur un objet qui ne semblait pas correspondre à quoi que ce soit de connu de l'époque. L'épave était ancienne, mais ils ont trouvé un appareil incroyable qui semblait bien trop avancé technologiquement. La machine fonctionnait comme une calculatrice, permettant à son utilisateur de suivre, avec une précision étonnante, le temps, le mouvement des étoiles, les éclipses, les phases de la Lune et même un compte à rebours pour des événements comme les Jeux Olympiques. Ce niveau de technologie est presque impossible à expliquer pour une épave de la Grèce antique. Aucun mécanisme ne s'est même approché d'une telle machine avant le XIVe siècle, lorsque des horloges à engrenages ont commencé à être fabriquées en Europe. Comment un tel dispositif a-t-il été créé il y a si longtemps, 1400 ans en avance sur son époque? Le naufrage de l'Anticythère et la perte de la calculatrice auraient-ils pu retarder notre développement technologique de plusieurs centaines d'années? En attendant, les monts du Caucase, bordant la mer Noire, sont l'une des rares régions d'Europe qui n'ait pas connu un important impact des humains, même si le terme de caucasien sert à désigner la plupart des personnes à la peau blanche.
Les archéologues ont trouvé de nombreuses structures mégalithiques anciennes dans la région. Ces structures, semblables à des maisons, que l'on appelle communément des dolmens, contiennent des bijoux, des outils en bronze et des poteries variées. Les archéologues ne savent pas qui les a construites, ni pourquoi, ni dans quel but. Les structures sont soit deux pierres maintenues ensemble par une grande pierre faisant office de toit, soit des pierres plus petites empilées à la façon d'un mur avec un trou sur un côté. On a même trouvé des bouchons de pierre pour sceller ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est encore plus étrange avec ces formations, c'est qu'on ne les trouve pas seulement dans le Caucase. On en trouve partout sur la planète, en Australie, en Corée du Sud, en Colombie, en Afrique et même en France. Leur fonction demeure inconnue, ce qui ouvre la voie à de multiples hypothèses. La découverte de la tombe du premier empereur de Chine en 1974 est bien documentée. Qui pourrait oublier la découverte de 8000 guerriers en terre cuite protégeant son entrée? La plupart des statues sont des guerriers, chacun ayant une expression faciale unique. Il y a même des chevaux et des chars en terre cuite, grandeur nature, juste au cas où. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas encore pénétré dans certaines zones du tombeau. Les archéologues sont très réticents à ouvrir le site, car toute la zone est instable. Il pourrait y avoir quelque chose d'étonnant à l'intérieur, mais personne ne veut risquer de perdre un morceau d'histoire si étonnant. Bientôt, les chercheurs enverront de minuscules robots dans les tombes, encore scellées, pour avoir une meilleure idée de ce qui se trouve à l'intérieur. En attendant, les archéologues doivent attendre un peu plus longtemps pour en connaître les secrets. Dans le sud du Costa Rica, on a découvert une collection de mystérieuses sphères de pierre. Il y en a plus de 300, dispersées dans le paysage, et certaines font presque 2 mètres de diamètre. Personne ne sait à quoi elles servent, ni comment elles ont été créées. Ce que l'on sait, c'est que le matériau avec lequel elles ont été fabriquées est du gabbro, une roche volcanique. Il aurait fallu beaucoup de temps et d'efforts pour sculpter les pierres dans ces formes sphériques parfaites. Les chercheurs pensent qu'elles ont pu être fabriquées par une population aujourd'hui disparue qui n'aurait utilisé qu'à peine quelques outils. La théorie la plus crédible est qu'ils se sont servis de petites pierres pour ciseler les bords des rochers avant d'utiliser du sable pour lisser les faces. Certains pensent qu'elles ont une fonction astronomique ou même qu'elles ont servi de marqueur pour indiquer le chemin vers quelque chose, mais personne n'en sait davantage. Leur signification s'est perdue avec la civilisation qui les a créées. Au large de la pointe sud du Japon et à 120 km de Taïwan se trouve la formation de Yonaguni. Un plongeur local a remarqué ces formations pour la première fois en 1986, alors qu'il cherchait de nouveaux sites de plongée pour y emmener les touristes. En voyant les grandes marches qui ressemblaient à une pyramide, il a cru découvrir une ville sous-marine. Certains archéologues pensent que les structures pourraient être les signes d'une civilisation légendaire du Pacifique, comme l'Atlantide, qui a disparu sous les vagues il y a des milliers d'années. Il y a aussi des marques sur la pierre suggérant un travail d'excavation. Certaines personnes ont même affirmé que des motifs d'humains et d'animaux avaient été gravés dans la pierre. Rien de tout cela n'est cependant étayé par des preuves tangibles. La plupart des experts pensent que la formation est naturelle et que la symétrie des roches a été exagérée. Elles ne sont pas aussi droites que ce qui a été rapporté et il semble que ce soit de la roche solide et naturelle plutôt que des blocs sculptés. En d'autres termes, la ressemblance avec une civilisation engloutie ne serait qu'une coïncidence. En Turquie, les archéologues pensaient avoir trouvé la plus ancienne architecture connue au monde, âgée de plus de 10 000 ans, selon les experts. Trouvés dans une zone qui abritait d'anciennes communautés agricoles, ces monolithes, qui pouvaient atteindre 5,50 m de haut, étaient probablement utilisés au cours de grands événements ou de rituels. Mais on ne sait pas grand-chose sur ces monolithes. Ces grandes structures de pierre semblent avoir une forme humaine avec des motifs d'animaux sculptés. Tout près, des chercheurs ont trouvé des traces d'habitation, ce qui suggère que ces étonnants monuments pourraient avoir marqué le début de l'avancée vers la civilisation moderne. Les artefacts de Kimbaya sont parmi les plus intéressants jamais découverts. Le plus curieux, c'est qu'ils ressemblent à des avions modernes. Ils ont une forme tellement aérodynamique que les scientifiques modernes pensent qu'ils pourraient avoir servi de maquette pour un avion fonctionnel. En 1994, 2 ingénieurs aéronautiques ont créé des modèles à plus grande échelle de ces artefacts. Ils ont prouvé que les modèles volent bel et bien avec un peu d'aide de nos moteurs modernes. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces objets ont peut-être des milliers d'années d'avance sur le premier avion des frères Wright. Encore un des mystères fascinants de notre monde.
La plus grande découverte accidentelle que j'ai faite de ma vie était un billet de 10 € retrouvé dans ma vieille veste d'hiver. Certaines personnes ont plus de chance, cependant. Elles découvrent des villes souterraines datant de plusieurs siècles, ou font des inventions qui les transforment en millionnaires. Le velcro est né d'une simple balade en forêt. Les cornflakes de Kellogg's ont été inspirés par une dent cassée, et la pâte Play-Doh a sauvé un empire commercial de la faillite par pur hasard. En 1998, l'ingénieur électricien John Williams a fait une étrange découverte qui ressemblait à une prise électrique émergeant du sol. En creusant autour, il a remarqué qu'elle était encastrée dans un petit rocher. Cette découverte a eu lieu dans une zone rurale d'Amérique du Nord, loin de toute zone urbaine ou industrielle, de tout aéroport et de toute installation électrique. Cette pièce électronique encastrée dans un solide bloc de granit a été baptisée Enigmalith et est évaluée à 500 000 $. Certains scientifiques sont sceptiques quant à son authenticité, la considérant plus comme un canular qu'un artefact laissé par des visiteurs extraterrestres, comme le soutient Williams. Toutefois, le découvreur de cette roche est déterminé à prouver qu'il s'agit bien d'un vestige technologique, peut-être même d'une vraie prise. Si ce n'est pas un canular, cette petite découverte pourrait constituer une preuve que les humains, ou une autre civilisation du passé, étaient bien plus avancés que nous ne l'avions imaginé. Ils auraient ainsi pu trouver un moyen d'acheminer l'électricité bien avant les humains du 19e siècle. Williams a invité les scientifiques à examiner sa découverte sans endommager la roche pour déterminer sa véritable nature, mais personne ne s'est porté volontaire. Williams a consulté un ingénieur et un géologue, qui ont tous deux confirmé qu'il n'y avait aucune trace de colle sur le composant électronique. Il n'a pas non plus été soudé, ce qui indique qu'il est aussi vieux que la roche elle-même, datée d'environ 100 000 ans selon une analyse géologique. Le docteur John Kellogg avait une philosophie axée sur un mode de vie biologique, comprenant de l'exercice régulier, des massages, beaucoup d'eau, l'abandon des mauvaises habitudes, peu de caféine et pas du tout de viande. À la fin du 19e siècle, il a pris la direction d'un institut de santé dans le Michigan. Il a un jour concocté un mélange de farine, d'avoine et de semoule de maïs. Convaincu que la cuisson des grains entiers à haute température les rendrait plus digestes et plus sains, il a cuit le mélange 2 fois. Initialement, il en avait fait des biscuits, mais un patient s'est cassé les dents dessus. Ensuite, il a décidé de les briser en petits morceaux. Il est difficile de déterminer exactement comment les cornflakes de Kellogg's sont nés, car il existe de nombreuses versions de l'histoire. La femme de Kellogg, Ella, ainsi que son frère Will, prétendent tous deux avoir joué un rôle dans la création des fameux flocons, tout comme plusieurs autres membres de la famille et du personnel de l'établissement. La légende de la compagnie voudrait qu'un jour de 1898, de la pâte de céréales à base de blé ait été laissée de côté trop longtemps, fermentant au cours du processus. Lorsqu'elle a été finement étalée, la pâte légèrement moisie s'est transformée en ces parfaits, grands et fins flocons qui sont devenus croustillants et délicieux au four. Au fil des années, Will Kellogg a continué à modifier la recette et a réalisé que le maïs, et non le blé, produisait des flocons encore plus croustillants et savoureux. Sa marque, Kellogg's Corn Flakes, est devenue une entreprise à plusieurs milliards de dollars. Un jour, l'ingénieur suisse Georges de Mestral est allé se promener avec son chien et est revenu avec un concept qui s'avérerait plus tard révolutionnaire. En rentrant de forêt, de Mestral a remarqué que son pantalon et la fourrure de son chien étaient couverts des petites pointes de xanthium. Il a examiné les barbes sous un microscope et a remarqué qu'elles s'apparentaient à de minuscules crochets qui se fixaient aux boucles des vêtements et de la fourrure. Déterminé à reproduire cette technologie naturelle, il a entrepris de concevoir un système d'attache extrêmement solide, aux multiples applications pratiques. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation avec différents matériaux, il a finalement opté pour le nylon. De plus, il a dû mettre au point un métier à tisser spécial capable de tisser des fibres dans les bonnes tailles, formes et densités. Après 14 années de travail acharné, de Mestral a finalement présenté au monde le velcro, dérivé des mots velours et crochet. Bien qu'il ait espéré que son invention remplacerait les fermetures éclairs, l'industrie de la mode l'a initialement perçue comme bas de gamme et peu attrayante. La NASA a toutefois reconnu son potentiel et commencé à l'utiliser dans les combinaisons spatiales et les casques des astronautes dans les années 1960. Aujourd'hui, le velcro est omniprésent, avec une multitude d'applications, des chaussures aux jouets en passant par les coussins des sièges d'avion.
Jusqu'au milieu du XXe siècle, le chauffage au charbon était la norme dans la plupart des foyers, laissant de la suie qui s'incrustait partout dans la maison, en particulier sur les papiers peints. Kuttol Products était le principal fournisseur de nettoyants pour papier peint de l'époque. Cependant, dans les années 1950, de plus en plus de gens ont adopté le gaz, le pétrole et l'électricité comme source de chauffage, ce qui a largement résolu le problème de toute cette suie. Le propriétaire de Kuttol Products essayait désespérément de sauver son entreprise. Pendant ce temps, sa belle-sœur, qui était institutrice en maternelle, a lu qu'un nettoyant pour papier peint pouvait être utilisé pour fabriquer des décorations. La pâte à modeler traditionnelle était trop difficile à manipuler pour ses élèves. C'est ainsi qu'elle a décidé d'expérimenter avec ce matériau. Et ça a très bien fonctionné. Elle a partagé sa découverte avec ses proches et a proposé un nom pour ce nouveau produit. Play-Doh. Avec la société Kuttol au bord de la faillite, c'était l'opportunité idéale pour une reconversion. Rapidement, des grands magasins comme Macy's et Marshall Field ont montré de l'intérêt pour ce nouveau jouet et ont commencé à le distribuer. Au début, la Play-Doh n'existait qu'en blanc, mais elle a rapidement été déclinée en rouge, bleu et jaune. Ils ont apporté plusieurs modifications à la recette originale, mais la composition de base reste largement la même que celle utilisée pour nettoyer le papier peint. Une légende urbaine affirme que si vous prenez toute la pâte à modeler Play-Doh jamais produite et la faites passer dans leur machine, vous obtiendrez un serpent assez long pour enrouler la planète 300 fois. Un Turc rénovait sa maison lorsqu'il a abattu une cloison de sa cave à coups de masse. À sa grande surprise, il a découvert un tunnel caché derrière le mur, qui conduisait à une ancienne ville souterraine. Ce tunnel conduisait vers d'autres passages, des salles et des chambres. Cela s'est avéré être un complexe souterrain entier de 18 étages, dépourvu d'habitants et depuis longtemps abandonné. C'était la cité de Derinkuyu, conçue il y a des milliers d'années pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Quiconque l'a construite a fait preuve d'une grande maîtrise, car creuser des tunnels dans cette roche tendre présente des risques d'effondrement considérables. Aucun des étages de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. La ville était équipée d'un système de ventilation sophistiqué, comprenant plus de 15 000 puits d'aération. Les niveaux supérieurs bénéficièrent de la meilleure ventilation et étaient réservés aux chambres et aux espaces de vie. Les niveaux inférieurs servaient principalement au stockage, mais comportaient également des oubliettes. Entre les deux se trouvaient des espaces dédiés au bétail, une école, un couvent et de petites églises. John Martin, un professeur de sylviculture, se promenait une nuit dans une forêt du Wisconsin. Il utilisait une lampe torche à UV pour repérer les lichens, les champignons, les plantes et les grenouilles qui brillent sous cette lumière. Soudain, il a entendu un écureuil volant couiner près d'une mangeoire à oiseaux. Il a braqué sa lampe torche sur l'animal et l'a vu se teinter de rose. Le professeur en a discuté avec son collègue et ils ont décidé d'approfondir leurs recherches. Ils ont examiné les peaux d'écureuils volants conservées dans des musées pour déterminer si cette lueur rose était un phénomène courant. Il s'est avéré que presque tous les spécimens d'écureuils volants qu'ils ont examinés présentaient cette fluorescence. En revanche, les écureuils ordinaires n'en présentaient aucune. D'autres animaux fluorescents, comme les macareux et les caméléons, émettent une lueur bleutée sous la lumière UV. Les seuls autres mammifères avec une fourrure fluorescente sont une vingtaine d'espèces d'opossums. Ils habitent divers écosystèmes et ont des régimes alimentaires différents. La seule chose qu'ils aient en commun avec les écureuils volants est qu'ils sont nocturnes, alors que les autres écureuils préfèrent la lumière du jour. Il est possible que la lueur rose ait une fonction liée à la perception et au repérage nocturne des écureuils volants, surtout dans des environnements froids et enneigés où la lumière UV est plus abondante. Une autre hypothèse est qu'elle pourrait servir de moyen aux écureuils mâles d'attirer des partenaires potentiels. Il est également envisageable qu'il s'agisse d'une forme de mimétisme. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux,
à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Il modelait ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon ? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon, mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon.
Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Haï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Haï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Haï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. Avez-vous déjà vu des balles de cricket âgées de 3 milliards d'années? Les sphères de Klerksdorp, découvertes dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ont secoué la communauté scientifique. Elles ressemblent en effet à de petites balles de cricket anciennes, avec des lignes similaires à des coutures autour du milieu. Dans les années 80, certains ont prétendu que ces sphères avaient été fabriquées par une civilisation antédiluvienne dont nous ignorions tout. Un conservateur de musée a même raconté qu'elles tournaient d'elles-mêmes dans leurs vitrines. Et une émission de télévision a également invité un voyant qui affirmait que ces sphères étaient les fragments d'un ancien vaisseau spatial. Mais selon les géologues, ces sphères sont en fait des concrétions assez courantes, ou des objets sphériques formés à partir de minéraux différents de ceux de la roche environnante. Ces lignes semblables à des coutures ne sont que les empreintes des couches de la roche d'origine accumulées au fil du temps. Les sphères de Klerksdorp présentent différentes formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques distincts. Concernant l'épisode où l'une de ces sphères aurait tourné d'elle-même, le conservateur du musée de Klerksdorp a également apporté une clarification. Il a expliqué que lorsqu'il avait placé l'une des sphères en vitrine lors de la visite d'un journaliste, cette dernière avait légèrement pivoté en raison de sa forme. De plus, la région où se trouve le musée subit fréquemment des secousses dues aux activités minières à proximité. Les empreintes de pas humanoïdes les plus anciennes pourraient n'en pas dater de 6 millions d'années. Elles ont été découvertes sur l'île de Crète en 2002. Si cette datation est correcte, cela signifierait que les ancêtres des premiers humains auraient pu migrer entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus tôt que nous ne le pensions auparavant. Cela ne remet pas en cause l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mais pourrait simplement prouver que nos ancêtres primitifs se déplaçaient déjà entre les continents. Certains chercheurs pensent que ces empreintes auraient été laissées par une créature bipède, possiblement liée à un ancêtre humain surnommé El Greco. D'après les scientifiques qui les ont étudiées, ces empreintes présentent une forme très similaire à celle de l'homme, avec 5 orteils et un gros orteil parallèle. Toutefois,
certains demeurent sceptiques et suggèrent que ces empreintes appartiendraient plutôt à un singe européen tardif. Une nouvelle étude a analysé des micro-organismes marins fossilisés dans les roches sédimentaires pour dater ces empreintes et confirmer qu'elles remontent effectivement à 6 millions d'années. La prochaine découverte fascinante qui captive les scientifiques est le pot de Dorchester. Ce récipient de métal, magnifiquement façonné, est orné de motifs géométriques élaborés en argent. Découvert à Dorchester, quelle surprise, en 1852, dans des circonstances plutôt inhabituelles, le pot s'est brisé en 2 morceaux lors d'une puissante explosion. Les scientifiques pensent qu'il était à l'origine encastré dans une roche ou un bloc connu sous le nom de poudingue. La roche d'où provient le pot de Dorchester date d'environ 500 millions d'années, ce qui pourrait indiquer que le pot lui-même est tout aussi ancien. Toutefois, la théorie actuelle, et bien moins excitante, suggère que le pot de Dorchester ne serait qu'un bougeoir de l'époque victorienne. Ces objets étaient très en vogue à l'époque. Il n'est donc guère surprenant de retrouver un article aussi sophistiqué de cette période. Le pot de Dorchester appartient à la catégorie des objets manufacturés incongrus. Ce sont des objets qui semblent bien trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Si nous acceptons que le pot ait 500 millions d'années, cela signifie que son créateur était très en avance sur son temps en termes d'artisanat et de technologie. Un mystère supplémentaire est que le pot porte la gravure d'une plante probablement disparue de la Terre il y a plus de 100 000 ans, renforçant l'hypothèse de son incroyable ancienneté. Enfin, il semble que la plus ancienne carte d'Europe soit une pierre vieille de 4000 ans. Cette dalle de l'âge du bronze, découverte en France en 1900 dans un ancien cimetière, présente des gravures représentant en 3 dimensions le réseau du fleuve Odet, et ce avec une précision remarquable d'environ 80% sur une distance de 29 km. Il existe d'autres cartes gravées dans la pierre à travers le monde, mais celle-ci est unique, car elle représente une zone spécifique à l'échelle. Les gravures de la dalle ne cartographient pas seulement les rivières et les collines, mais aussi les peuplements, les tumulus et les systèmes agraires. Les archéologues affirment que cette dalle n'était pas utilisée pour se repérer, mais plutôt pour symboliser un certain pouvoir. Les marques détaillées qui s'y trouvent auraient pu servir à représenter le domaine de la tribu dominante afin d'illustrer son contrôle sur le territoire. Lorsque leur chef a perdu le pouvoir, cette dalle a probablement été réutilisée comme partie d'une chambre funéraire. Cet artefact unique était conservé dans la cave d'un musée et pendant des décennies, il est resté inaperçu jusqu'à ce que plusieurs chercheurs, en lisant d'anciens rapports à son sujet, décident de l'examiner. Ils ont mené une analyse détaillée en utilisant des techniques 3D. Leurs recherches ont ainsi prouvé que les créateurs de cette dalle avaient non seulement gravé des lignes dans la roche, mais aussi modifié sa surface pour refléter avec une grande précision la topographie du paysage. Le cube de Salzbourg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, a été découvert à la fin du 19e siècle en Autriche. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car il ne ressemble pas du tout à un cube. C'est plutôt un objet arrondi avec 2 côtés plats. Au milieu se trouve une rainure, et sa surface est couverte de fossettes et de cratères. Cette apparence unique a conduit beaucoup de monde à penser qu'il pourrait s'agir d'un objet extraterrestre. Des ouvriers ont accidentellement découvert cet artefact en faisant éclater une veine de charbon estimée à plus de 60 millions d'années. Le cube de Salzbourg a été déplacé entre différents musées, a mystérieusement disparu au début du XXe siècle, puis a finalement réapparu. Un professeur de l'université de Bonn a suggéré qu'il pourrait provenir d'une météorite. Cependant, aucune trace d'éléments normalement présents dans les météorites, comme le cobalt ou le nickel, n'a été trouvée. Les chercheurs ont ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, un bougeoir de l'époque victorienne, qui sait. Personne ne connaît la véritable histoire de ce cube, pas plus que son emplacement actuel. Eh oui, il a de nouveau disparu. Avez-vous entendu parler de l'empreinte de Meister ? Il s'agit d'une empreinte de sandales fossilisées découverte en 1968 qui a suscité énormément d'intrigues. Un trilobite se trouve à l'intérieur de l'empreinte. Or, ces créatures sont censées avoir disparu environ 500 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cependant, de nombreux historiens pensent que cette datation est exagérée. Lorsque Meister a découvert le fossile, celui-ci a été authentifié. Toutefois, le scientifique qui a procédé à cette authentification n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une empreinte de sandales humaines. Il a seulement reconnu la présence d'un trilobite. Un autre scientifique, en visitant le site,
a découvert une empreinte de 15 cm qu'il pensait être celle d'un mocassin d'enfant, bien que ses chaussures aient semblé neuves. Alors, pourrait-il s'agir d'une trace de voyage temporel, d'un signe que les humains existaient des millions d'années plus tôt que nous ne le pensions, ou d'une preuve que quelqu'un d'autre a visité notre Terre primitive? Ou peut-être est-ce simplement une formation rocheuse qui ressemble à une trace de sandales? Toutes ces questions demeurent sans réponse. En juin 1936, un couple se promenait le long de Red Creek à London, au Texas, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un morceau de bois émergeant d'une ancienne formation rocheuse. Environ 10 ans plus tard, leur fils curieux décida de briser la roche pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il découvrit alors un marteau qui semblait étonnamment moderne. Par la suite, un passionné d'objets insolites estima que la roche enveloppant le marteau datait de la période du Crétacé. Cela signifierait que quelqu'un aurait laissé tomber un marteau du 19e siècle à une époque où des dinosaures comme le Triceratops étaient encore présents sur Terre. Si ce marteau datait réellement du Crétacé, cela remettrait en cause toute la théorie de l'évolution. Mais si ce marteau était moderne, cela signifierait que la formation rocheuse d'où il provenait était beaucoup plus récente que nous ne le pensions. La réponse était en réalité bien plus simple. Le marteau était effectivement moderne, et des processus géologiques l'avaient emprisonné dans la roche. Les minéraux peuvent se solidifier autour d'un objet en relativement peu de temps. Ainsi, ce marteau avait probablement été perdu par un mineur environ un siècle plus tôt, et la roche s'était formée autour de lui par la suite. Et non, ce n'était pas non plus un bougeoir de l'ère victorienne. La majorité d'entre nous a cru pendant très longtemps que Stonehenge, l'un des monuments les plus emblématiques au monde, était un calendrier antique en raison de son alignement avec les solstices d'été et d'hiver. Mais personne n'a pu comprendre comment il fonctionnait vraiment. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs a publié une nouvelle étude. Il s'avère que Stonehenge pourrait bel et bien avoir fonctionné comme un calendrier solaire sur une période similaire à celui qu'utilisaient les anciens Égyptiens et basé sur une année composée de 365,25 jours. Chacune des pierres de ce grand cercle mystérieux représentait un jour dans un mois. Et ces gros rochers sont appelés des pierres de Sarsène. Il s'agit en fait d'un calendrier perpétuel où les gens pouvaient suivre chaque coucher de soleil du solstice d'hiver. De cette façon, les gens qui vivaient près de Stonehenge, lequel se trouve encore aujourd'hui dans le Wiltshire au Royaume-Uni, pouvaient suivre les jours et les mois de l'année. On comprend désormais ce mystérieux système de calendrier, grâce à cette intéressante découverte faite en 2020. L'équipe a identifié la provenance de 50 des 52 pierres de Sarsène qui composent le cercle de pierres emblématique. Ils ont analysé la composition chimique de ces pierres et ont retracé leurs origines à la forêt de Westwoods, dans le Wiltshire, qui se trouve à environ 24 km du monument. Non seulement ces 50 pierres proviennent de la même source, mais elles ont également été placées à leur emplacement actuel à peu près au même moment. Elles forment le cercle extérieur de Stonehenge, ainsi qu'un anneau intérieur en forme de fer à cheval. Près du centre du monument, il y a des roches plus petites appelées pierres bleues. L'équipe a retracé les origines des pierres bleues jusqu'au pays de Galles. Ils ont également découvert que les roches de Sarsène avaient une composition chimique commune. Plus de 99% de silice avec des traces de fer, d'aluminium et de calcium. Deux pierres de Sarsène étaient toutefois différentes l'une de l'autre et de l'amas principal. Les pierres de Sarsène ont été disposées en 3 formations différentes à Stonehenge. 30 d'entre elles ont formé cet énorme cercle de pierres qui domine le monument. 4 pierres de position se sont retrouvées en formation rectangulaire à l'extérieur du cercle, tandis que les autres, situées à l'intérieur du cercle, ont été disposées en 5 trilithes. Également connu sous le nom de dolmen, un trilithe est formé de 2 pierres verticales avec un linteau horizontal au sommet. 30, 5 et 4 sont des chiffres assez intéressants dans ce système de calendrier. Les 30 menhirs qui sont répartis autour de l'anneau principal pourraient représenter les jours du mois. Si tu multiplies ce chiffre par 12, tu obtiens 360. Et si tu ajoutes 5, qui est le nombre de trilithes centraux, le résultat est 365. Et pour vraiment ajuster le calendrier, afin qu'il corresponde à une année solaire, il faut ajouter un jour bissextile supplémentaire tous les 4 ans. L'équipe pense que les anciens utilisaient justement les 4 pierres de position pour cela. Dans ce système, ils marquaient les solstices d'été et d'hiver chaque année avec la même paire de pierres.
Les anciens ont commencé à construire Stonehenge il y a environ 5000 ans, et il leur a fallu plus de 1000 ans pour terminer le travail. Mais le Stonehenge que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas la version complète et originale du début. Beaucoup de ces anciennes pierres bleues et de ces blocs de sartène ont été cassés ou emportés. La structure entière a également changé au fil du temps, car de nombreuses générations, 180 pour être précis, se sont succédées depuis le début de Stonehenge et elles ont participé à sa construction et à sa reconstruction. Les gens ont créé Stonehenge en 4 étapes. Ils ont d'abord construit une enceinte circulaire qui s'étendait sur 100 mètres de diamètre et entourait 56 fosses. Un haut talus flanque le fossé de l'enceinte, tandis qu'il y a un talus bas à l'extérieur. Certaines théories disent même que cette partie était une sorte de cimetière communal. Plus tard, dans la deuxième phase, les bâtisseurs ont ajouté un fer à cheval de trilite en sartène. Lors de la troisième étape, ils ont construit une avenue cérémoniale de près de 3 km de long. Elle suivait probablement le chemin des pierres bleues qui ont été déplacées des premiers trous d'Aubray aux trous Q et R, un double arc dans lequel ces pierres bleues ont été disposées. À ce stade, les bâtisseurs ont également réorganisé les pierres d'entrée et recoupé le fossé de l'enceinte principale. Lors de la quatrième étape, les pierres ont été cassées et les bâtisseurs ont gravé des sculptures dans le sartène. Plus tard, les pierres bleues ont été à nouveau modifiées. Les bâtisseurs n'ont laissé aucune trace écrite de la façon dont ils ont réussi à traîner ces lourdes pierres jusqu'au site et à les faire tenir si parfaitement droites. Mais selon certaines théories, leur technique était davantage liée au travail du bois qu'à la maçonnerie. Ils ont réalisé des trous de mortaise et des tenons saillants pour assembler les pierres et ont utilisé des joints à rainures et languettes pour ce faire. Lorsqu'ils ont creusé le trou pour les pierres, ils ont placé des poteaux en bois à l'arrière du trou qui ont servi de support. Puis, ils ont mis la pierre en position et l'ont hissée vers le haut avec des cordes. Ils ont tassé des gravats dans le trou pour s'assurer que la pierre reste en place. Une société agricole pré-industrielle a donc assemblé ce monument fascinant en utilisant uniquement des outils en pierre et en os. La roue n'avait même pas encore été inventée. Cette formation inhabituelle est aussi connue sous le nom de roche sonnante. Les pierres que tu peux voir à Stonehenge ont des propriétés acoustiques assez étranges. Lorsque tu les frappes, elles produisent un fort bruit de gong. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les gens ont pris la peine de les transporter sur une si longue distance en premier lieu. Dans certaines cultures anciennes, les gens croyaient que ces roches avaient des pouvoirs de guérison. C'est un endroit très populaire qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Lorsqu'il a été ouvert au public pour la première fois, les visiteurs étaient autorisés à se promener parmi les pierres. Ils pouvaient même grimper dessus car il n'y avait aucune restriction. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les visiteurs écaillaient régulièrement des morceaux de la roche pour les rapporter chez eux en souvenir. Ils gravaient également leurs initiales dans les pierres. Ils campaient à l'intérieur du cercle et y dressaient des feux de camp, sans se rendre compte que cela pouvait sérieusement compromettre la stabilité de l'ensemble du monument. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de restrictions, jusqu'à ce que le monument soit finalement interdit d'accès en 1997 à cause de la grave érosion des pierres. Cela signifie que si tu veux le visiter, tu ne peux le voir que de loin, à moins que tu ne payes un supplément pour la visite du cercle de pierre qui ne peut être organisé qu'en dehors des heures de visite normales. À l'origine, Stonehenge avait 2 entrées qui menaient à l'enceinte. Il y en avait une large au nord-est et une autre un peu plus étroite située du côté sud. Si tu l'observes aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les pierres. C'est surtout à cause des traces, faites par la suite, qui traversaient autrefois le monument. Le sol à l'intérieur de Stonehenge a été gravement perturbé, et pas seulement à cause des visiteurs creusant des fosses à feu. Un groupe de personnes a creusé un grand et profond trou dans le cercle de pierre au XVIIe siècle parce qu'ils cherchaient un trésor. Puis il y a eu Charles Darwin, qui a aussi fait des fouilles parce qu'il étudiait les vers de terre de la région. Il voulait savoir comment ces vers pouvaient avoir un impact sur les objets dans le sol au fil du temps. Il a observé comment une pierre tombée là s'était enfoncée plus profondément dans le sol et a réalisé que cela se produisait à cause des activités de ces minuscules créatures qui barattaient le sol en permanence. En 1963, une théorie a circulé selon laquelle Stonehenge avait été construit comme une sorte d'ordinateur qui prédisait les éclipses solaires et lunaires. Plus tard, certains ont suggéré qu'il avait en fait été construit comme un monument aux ancêtres décédés. Selon cette théorie, la permanence de ces pierres représentait la vie éternelle après la mort.
Un bloc de sarcène moyen pèse 25 tonnes, tandis que le plus gros pèse environ 30 tonnes. Si tu veux te faire une idée de la taille réelle de ces pierres, tu peux aller derrière le centre des visiteurs, dans la galerie extérieure, pour voir une réplique de roche de sarcène. C'est une copie conforme d'un menhir de l'un des trilithes qui se trouve dans le fer à cheval intérieur du monument. Il y a 5 maisons néolithiques à Stonehenge, si l'on se base sur les traces archéologiques réelles d'habitation trouvées dans cette zone. Chacune d'entre elles avait des murs construits avec des pieux et un sol en craie. Certaines avaient même des meubles. On a aussi découvert beaucoup de détritus, ce qui signifie que les gens de cette région organisaient des célébrations et des festins. Des recherches ont montré que les gens ont vécu dans ces maisons pendant 50 à 100 ans, vers 4500 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l'époque où les bâtisseurs ont apporté les roches de Sarcène à Stonehenge. Pendant que Stonehenge était érigé, des générations entières ont connu des changements majeurs, de l'âge de pierre au début de l'âge de bronze. Les gens n'étaient plus aussi sédentaires et isolés. Ils ont commencé à voyager et à commercer davantage. Ce qui signifie qu'ils communiquaient beaucoup plus que leurs ancêtres, même au niveau international. C'est ainsi qu'ils ont pu faire connaître Stonehenge, et c'est aussi à ce moment-là que tout le mystère et la fascination pour ce monument ont commencé. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Sahul existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Sahul se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Sahul hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Sahul ne comptait parmi ses mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentaient des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Sahul, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Sahul. Et ce n'était pas un petit périple. Le Sahul était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Sahul comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah, face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Sahul et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Sahul entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières. Mais comment le Sahul a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant.
submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Sahul. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Sahul. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Sahul, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Sahul n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'1/5 des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan Arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argolan s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argolan ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argolan s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes. Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques.
C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenus un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. C'est étrange quand on y pense. Il y a de vieux monuments romains qui ont duré des milliers d'années, tandis que nos bâtiments modernes ont tendance à tomber très vite en ruine. Comment les Romains ont-ils réussi à créer des structures aussi solides, nombre d'entre elles avec une conception tout aussi complexe? Des recherches récentes ont montré que les Romains utilisaient un type de mortier qui dispose d'une mesure supplémentaire de protection contre les éléments. Il peut même se réparer de lui-même lorsqu'il est mouillé. Cette découverte explique non seulement pourquoi ces bâtiments sont durés des milliers d'années, mais elle pourrait aussi nous aider à fabriquer un ciment plus résistant de manière plus naturelle. Une étude récente montre que les Romains utilisaient des cendres volcaniques dans leur mélange de mortier pour le rendre plus solide, surtout lorsqu'il était proche de l'océan où l'air est plus humide et peut naturellement causer plus de dommages. De nos jours, nous fabriquons du béton à partir de sable, de roches, d'eau et d'un type spécial de ciment appelé le ciment Portland. Ce dernier est fabriqué en cuisant du calcaire, de l'argile et d'autres substances dans des fours extrêmement chauds qui atteignent plus de 70 degrés. Certes, cela crée un mélange bien homogène, mais il se fissure facilement et parfois il ne subsiste que quelques décennies. Cet incroyable béton romain présente une autre caractéristique intéressante. Il contient de petits morceaux blancs de calcaire, appelés clastes de chaux, qui demeurent à l'intérieur du béton et ne disparaissent pas avec le temps. Au début, cela peut ne pas sembler très attrayant, car il n'est pas aussi lisse que le béton que nous utilisons aujourd'hui. Et pendant de nombreuses décennies, les spécialistes ont estimé que la présence de ces petits morceaux de chaux dans le béton était néfaste en supposant qu'elle rendait les bâtiments moins résistants. Mais des chercheurs ont découvert que ces petits éclats aidaient en réalité le béton à se réparer de lui-même. J'aimerais pouvoir me réparer aussi facilement. Ils ont remarqué que lorsque le béton se lézardait, il semblait magiquement remplir ses fissures d'une substance appelée carbonate de calcium, présente dans les clastes de chaux. Les Romains fabriquèrent leur béton en mélangeant du sable, des cendres volcaniques et de la chaux brûlée, puis en ajoutant de l'eau. Cela s'appelle le mélange à chaud. Lorsque l'eau et la chaux entrent en contact, ils produisent une réaction chimique qui fait que le mélange devient très chaud, jusqu'à 90 degrés. Cela provoque également la formation de ces minuscules morceaux de chaux. Maintenant, ce béton peut se fissurer, et lorsque de l'eau, de pluie ou de mer s'y infiltre, elle fait dissoudre le calcium dans le béton. Celui-ci se colle alors aux fissures et les referme. Un peu comme une croûte sur un bobo. Bien sûr, les chercheurs ont dû éprouver cette méthode, et ils ont donc fabriqué du mortier comme le faisaient les Romains. Peu de temps après, ils l'ont fissuré ici et là. Ils ont placé ce mortier fissuré sous l'eau, et après 1 à 3 semaines, les fissures avaient disparu. Inutile de dire que cela ne s'est pas du tout produit avec le béton fabriqué selon les méthodes modernes. Les Romains ne connaissaient pas la science qui se cache derrière la fabrication de leur robuste mortier, mais ils ont trouvé la bonne recette à force d'expérimentation sur une très longue période. Des archives anciennes montrent qu'ils ont employé cette recette pour construire des structures solides, notamment pour leurs navires, et ont continué à l'utiliser une fois qu'ils ont constaté son efficacité. Tous les bâtiments romains ne sont pas parvenus au XXIe siècle en parfait état. Le Colisée, par exemple, l'une des constructions romaines les plus célèbres au monde,
était presque 2 fois plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Il a subi beaucoup de dommages au fil des siècles, pour finalement atteindre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un bâtiment assez ancien. Sa construction a commencé en l'an 70 sous le règne de l'empereur Vespasien, avant qu'il ne lance la célèbre marque de scooter qui porte désormais son nom. Tu sais, les Vespa? Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, depuis son inauguration, le Colisée a accueilli de nombreux événements, mettant en vedette les supplices des gladiators, d'une large éventail d'animaux exotiques aux quels ont donné l'occasion de déjeuner tous ensemble. Malheureusement, tout a commencé à se dégrader en 217, quand un incendie a frappé les hauts parapets et une grande partie de l'intérieur du bâtiment. Il aura fallu tout un siècle pour terminer de réparer ces dommages. Tristement, la forme initiale du Colisée sera perdue à jamais. Un fort tremblement de terre s'en est suivi, et ça n'a pas aidé non plus. Ce dernier s'est produit dans le sud de l'Italie en 443. À ce moment-là, une partie considérable de l'enceinte extérieure du Colisée a été endommagée. Puis bien vite, lorsque les habitants ont commencé à rencontrer des difficultés, ils ont dû compter sur la vente de morceaux de marbre de l'ancien Colisée pour s'en sortir. Un autre tremblement de terre a eu lieu en 1349, qui a porté le coup le plus dévastateur au Colisée. C'est à ce moment-là que le côté sud du bâtiment s'est totalement effondré. Il a alors commencé à ressembler davantage au bâtiment que nous pouvons aujourd'hui admirer dans la capitale italienne. Tout n'est pas si mal, cependant. Certaines pierres qui avaient été ébranlées du Colisée ont été utilisées pour reconstruire d'autres monuments célèbres de Rome. Donc, d'une certaine façon, la partie manquante du Colisée ne manque pas du tout. Elle a juste été recyclée, dans toute la ville. Un des bâtiments qui présente des morceaux de pierre de l'ancien Colisée n'est autre que le Palazzo Venezia, un musée local. En parlant de bâtiments étranges, tu as probablement déjà vu celui-ci, car c'est l'un des endroits les plus photographiés au monde. Tu peux voir en ligne des photos de personnes s'appuyant dessus, ou d'autres qui font ressembler le bâtiment à un cornet glacé. Ce célèbre monument italien est, l'as-tu deviné? Oui, la tour de Pise, et on dirait qu'elle est à 2 doigts de se répandre sur le sol. Si tu veux un jour la visiter, tu devras te rendre dans la ville italienne du même nom, près de la place des Miracles. Étrangement, ce bâtiment est plus célèbre pour son inclinaison gênante que pour son histoire ou sa fonction. En 1178, alors que la construction de la tour n'était pas encore achevée, les gens ont réalisé que le bâtiment commençait déjà à pencher, et c'était avant même qu'on ait atteint le 3e étage. Ils ont rapidement compris que ça n'avait rien à voir avec les plans du bâtiment ou les matériaux utilisés. Tout cela se produisait en raison du sol meuble et mouvant qui se trouvait sous la construction. De nos jours, nous savons que placer un bâtiment sur un sol composé d'argile, de sable fin et de sédiments n'est pas la meilleure idée. Mais à l'époque, les gens ne savaient pas comment déterminer cela avant de construire quoi que ce soit. Avançons rapidement de quelques siècles, et il est devenu clair que cette tour de 55 mètres n'est pas seulement penchée. Elle tombe, et à un rythme considérable, de 2 mm par an. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais multiplie ça par des centaines d'années. Et, eh bien, regarde simplement les photos et tu comprendras. Cette tour penchée instable est aujourd'hui inclinée de près de 5 mètres par rapport à son axe. Alors, pourquoi ne s'est-elle pas complètement écroulée? Eh bien, principalement à cause de la physique. Son centre de gravité continue d'être situé dans la base de la structure, donc elle est plutôt bien ancrée. Elle est aussi constamment surveillée par les autorités locales pour s'assurer de préserver ce bâtiment unique aussi longtemps que possible. Le Panthéon est un autre très bon exemple de la façon dont les Romains comprenaient l'architecture. Il est également situé à Rome et a été initialement construit pour faire office de temple. La construction elle-même a été faite de mortier de différentes épaisseurs et possède également une forme intéressante. À l'époque, les Romains croyaient que la terre était un disque qui était couverte par un ciel en forme de voûte. Donc, ils ont modélé le Panthéon en suivant cette idée. La lumière entrait dans le temple au travers d'un trou dans le dôme, se reflétant sur le sol et les murs, et montrant la course du soleil. C'est également l'un des monuments romains antiques les mieux conservés. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux autres bâtiments aient été conçus pour lui ressembler. Rien qu'aux États-Unis, le Capitole, le Jefferson Memorial et la National Gallery de Washington sont tous censés avoir été inspirés par cette construction antique. Le célèbre peintre Michel-Ange,
étaient si impressionnés par ce monument qu'ils croyaient qu'une force surnaturelle avait dû présider à sa construction. L'endroit où il se trouve est également très particulier en raison de l'histoire qu'il recèle. Selon la légende, c'est de cet endroit précis que le fondateur de Rome, Romulus, se serait élevé à dos d'aigle jusqu'au rang de Dieu. Un peu comme Gandalf en somme. Non? Bon, sur ce, je file. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djéser, à Saqqara. Eh oui, Djéser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons.
C'étaient des gens du peuple, ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant. La voie du buffle d'eau. Au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. En février 1961, 3 passionnés de géologie aventureux exploraient dans les environs d'Olancha, en Californie, à la recherche de géodes. Parmi leurs découvertes, l'une d'elles semblait particulièrement intrigante, et ils décidèrent de l'étudier de plus près une fois rentrés chez eux. En coupant la matrice rocheuse, ils découvrirent à l'intérieur un objet inattendu. Au lieu des formations minérales habituelles, se trouvait un cylindre semblant fait de porcelaine. Ce cylindre abritait une structure métallique en son centre, entourée d'une gaine hexagonale composée de cuivre et d'une substance inconnue. Les découvreurs espéraient avoir mis la main sur une technologie ancienne, peut-être vieille de 500 000 ans.
Ils pensaient que ce pourrait être la preuve de l'existence d'une civilisation avancée disparue, comme l'Atlantide, ou même de voyages temporels. Peut-être quelqu'un venu du futur avait-il accidentellement laissé cet objet derrière lui, ou peut-être des extraterrestres intelligents l'avaient-ils apporté lors de leur visite sur Terre. Si l'une de ces hypothèses s'avérait juste, cela signifierait une réécriture complète de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Les gens en quête de vérité et les cercles d'archéologie alternative se seront penchés sur le mystère de l'artefact de Kozo jusqu'à la fin des années 90, élaborant diverses théories et engageant de nombreux débats. Finalement, un groupe de sceptiques effectua des radiographies et prit des photos de l'objet qu'ils présentèrent à des collectionneurs de bougies d'allumage. Ils identifièrent l'artefact comme étant effectivement une bougie d'allumage, aux composants métalliques corrodés, datant des années 1920 et non une technologie ancienne. Près de 20 ans plus tard, l'un des découvreurs accepta de faire examiner l'objet à l'université de Washington. Les chercheurs établirent officiellement qu'il s'agissait d'une bougie d'allumage champion des années 1920. De plus, la matrice rocheuse contenant l'artefact n'était pas une géode, mais une concrétion, une formation naturelle pouvant se constituer en quelques décennies, mais certainement pas sur des millénaires. L'artefact de Kozo est un exemple typique d'objet manufacturé incongru, un concept existant en pseudo-archéologie. Il s'agit d'artefacts rattachés à des endroits ou des époques où ils ne devraient, logiquement, pas se trouver. Ceux-ci semblent trop avancés pour la période où ils sont découverts, suggérant parfois une présence humaine là où elle n'était pas censée exister. La pile électrique de Bagdad constitue un autre exemple frappant de ce type d'artefact. Découverte dans les années 30 par un archéologue allemand, elle se compose d'un pot en argile, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer traversant le couvercle du pot. Le sommet, bien qu'endommagé, avait probablement été scellé avec de l'asphalte. Son découvreur remarqua qu'elle contenait deux métaux différents et potentiellement un électrolyte, les éléments clés d'une batterie. Bien qu'aucun texte ancien ne corrobore cette hypothèse, les tests scientifiques effectués en la remplissant d'une solution ionique, comme du vinaigre ou du vin, démontrèrent qu'elle pouvait effectivement conduire de l'électricité. Si cette batterie datait réellement de 2000 ans, elle aurait pu être utilisée dans des pratiques médicales anciennes ou même intégrée dans des statues pour créer l'impression d'une vibration, destinée à impressionner les visiteurs. Wilhelm König, son découvreur, pensait qu'elle servait à la galvanoplastie, un procédé de revêtement des métaux. Même si elle fonctionnait comme une batterie, la pile de Bagdad ne pouvait produire qu'une infime quantité d'énergie, soit environ 1 volt. Certains pensent donc qu'elle servait plutôt de conteneur pour des rouleaux sacrés. Dans les années 30, un couple fit une découverte étrange lors d'une promenade le long de Red Creek à London, au Texas. Il s'agissait d'un morceau de bois dépassant d'une formation rocheuse apparemment ancienne. Une décennie plus tard, leur fils, intrigué par ce mystère, décida de briser la roche et découvrit à l'intérieur un marteau à l'aspect étonnamment moderne. Cette découverte retint l'attention de Carl Baugh, un créationniste jeune terre, qui prétendait que la roche entourant le marteau datait de la période du Crétacé. Il y voyait une preuve contredisant la théorie de l'évolution. Toutefois, des investigations scientifiques démontrèrent que la roche n'était pas aussi ancienne qu'il n'y paraissait. Les processus géologiques successifs avaient simplement enrobé ce marteau moderne au fil du temps. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une preuve de la coexistence pierre à feu avec les dinosaures, comme certains l'espéraient, mais simplement d'un mineur ayant laissé tomber son marteau il y a des siècles, et de la nature ayant fait son œuvre. Un archéologue chinois aurait découvert des grottes semblant avoir servi de sépulture à de petits êtres aux grandes têtes ovales. À côté de leurs dépouilles, des peintures rupestres représentaient des figures portant des casques ronds, ainsi que le soleil, la lune, la terre et les étoiles, connectés par des groupes de petits points. On découvrit également plus de 700 disques de pierre mystérieux gravés de sillons en spirale. Les choses prirent une tournure encore plus étrange lorsque ces disques furent envoyés à un professeur chinois, qui affirma que ces sillons étaient en réalité des caractères écrits. Selon son interprétation, les disques racontèrent l'histoire des Dropas, venus d'une autre planète et dont le vaisseau spatial s'était écrasé sur Terre il y a environ 12 000 ans. Ces visiteurs auraient tenté de vivre parmi les humains jusqu'à ce qu'ils soient traqués par les locaux. Cependant, aucune preuve concrète ne corrobore cette histoire. Elle fut publiée pour la première fois dans les années 60 à travers quelques articles, mais elle semblait douteuse.
Aucune des personnes impliquées, l'archéologue, le professeur, ou même l'université pour laquelle ils étaient censés travailler, ne semblait avoir laissé de traces dans les archives. Et bien qu'il existe un peuple au Tibet portant le nom de Dropka, ils sont entièrement humains, et non des visiteurs extraterrestres. De plus, il n'y a aucune preuve tangible de l'existence des pierres de Dropa. Dans une région reculée de Chine, se trouvent des formations étranges en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Begong. Un explorateur local les découvrit en 1996, émergeant du mont Begong et le long des rives du lac Tozon-U, à proximité. Certains pensaient qu'ils étaient l'œuvre d'anciens visiteurs extraterrestres. Lorsque des échantillons des tuyaux furent analysés, ils contenaient principalement des minéraux courants, mais un mystérieux 8% de matière inconnue. Des tests révélèrent que ces tuyaux existaient avant l'apparition de l'homme. Des géologues chinois visitèrent le site et suggérèrent que ces tuyaux s'étaient formés naturellement au fil du temps. Il pourrait s'agir de sédiments s'accumulant dans les fissures de la terre ou même des racines d'arbres fossilisés, témoignant du passé luxuriant de la région. Mais tout cela reste incertain. Au Mexique, il existe une mystérieuse tête en terre cuite et au nom difficile à prononcer, la tête de Tecaxi-Calixtlahuaca, découverte dans les années 30 lors de la fouille d'une sépulture. Cette tête ressemblait étrangement aux statues romaines de la période classique, rendant intrigante sa présence au Mexique. Et pour une raison quelconque, son découvreur la garda secrète pendant plusieurs décennies. La tête avait été trouvée dans une pyramide à 3 étages, à environ 60 km de Mexico, accompagnée d'objets d'or, de cuivre et de poterie. Certains avancent que si cette tête est réellement vieille de plusieurs siècles, cela pourrait indiquer que les Romains ou une autre civilisation auraient atteint la Mésoamérique bien avant Christophe Colomb. Il existe également des théories suggérant un naufrage après lequel quelques artefacts et survivants auraient atteint la côte. Certaines hypothèses avancent que la tête de cette figurine aurait été un petit souvenir rapporté par les Vikings. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique d'une rencontre entre les Vikings et les peuples mésoaméricains. Bien que quelques artefacts circulent, aucun n'a été identifié comme une preuve indéniable de contact précolombien. Ainsi, le mystère de l'origine de cette tête demeure irrésolu. En creusant une tranchée le long d'une rivière en Roumanie, des ouvriers découvrirent un objet en forme de cale, désormais célèbre sous le nom de cale en aluminium d'Ayoud ou coin d'Ayoud. À côté, se trouvaient des os de mastodontes, ces ancêtres des éléphants qui vivaient il y a 11 000 ans, suggérant que la cale pourrait être du même âge. Ce qui est intéressant, c'est que ce coin est fait d'aluminium, un métal qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle. La production d'aluminium nécessite une chaleur intense. De plus, la cale est recouverte d'une épaisse couche d'oxyde, indiquant qu'elle est là depuis des centaines d'années. Certains pensent qu'elle aurait pu tomber d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une supercherie, tandis que d'autres supposent qu'il pourrait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme pour un usage inconnu.